Et si l'or du Burkina Faso ne quittait plus jamais son sol? Imaginez un pays africain, longtemps oublié des projecteurs mondiaux, qui décide soudain de reprendre la main sur son propre destin. Le Burkina Faso, avec ses immenses réserves d'or, de manganèse et de phosphate, était jusqu'ici un terrain de jeu pour les multinationales, plus qu'un acteur de premier plan dans l'histoire de ses propres richesses. Mais depuis le mois de juillet 2024, une révolution silencieuse secoue le secteur minier burkinabé. Le gouvernement, déterminé à rompre avec les pratiques du passé, a mis en place un nouveau code minier qui bouleverse totalement les règles du jeu. Pour la première fois, l'État burkinabé affirme vouloir contrôler chaque gramme d'or extrait, chaque contrat signé et chaque bénéfice généré sur son sol. Ce changement n'est pas qu'une promesse politique, c'est une prise de pouvoir concrète. Désormais, le partage des bénéfices et la gouvernance des mines se font selon les intérêts nationaux et non plus ceux de géants venus d'ailleurs. Si vous ignorez ce qui se joue aujourd'hui à Ouagadougou, vous risquez de passer à côté d'un bouleversement inédit. Un pays africain qui montre au monde qu'il est possible de se réapproprier ses ressources et d'en faire profiter ses propres citoyens. Mais qu'est-ce qui a poussé le Burkina Faso à initier un tel bouleversement dans son industrie minière, après tant d'années de statu quo? Pour comprendre cette transformation radicale, il faut remonter aux origines du malaise et aux défis qui ont longtemps miné ce secteur stratégique. Des décennies de richesses qui s'envolent, pendant que les Burkinabés restent à l'écart. Le Burkina Faso abrite un sous-sol d'une valeur inestimable, alimentant un secteur minier qui pèse près de 15% du produit intérieur brut national. Pourtant, ce potentiel colossal a longtemps profité aux autres, rarement aux Burkinabés eux-mêmes. Depuis des années, les principales mines sont exploitées par de grandes multinationales. Les profits sont souvent transférés à l'étranger, échappant au fisc par des mécanismes d'évasion sophistiqués. Résultat, les caisses de l'État restent clairsemées et la majorité de la population ne voit jamais la couleur de cette manne. Autour des sites miniers, la réalité est brutale. Les communautés locales vivent dans la précarité, sans accès à des infrastructures de base, comme l'eau potable, les routes ou les centres de santé. Les habitants voient défiler les camions chargés de minerais, mais leur quotidien ne change guère, sinon pour empirer avec la dégradation de l'environnement et l'insécurité. Face à ce déséquilibre flagrant, la colère gronde. Les Burkinabés réclament à leur part une gestion souveraine des ressources et une justice économique qui ne laisse plus personne sur le bord de la route. La souveraineté n'est plus un slogan, c'est une exigence vitale. Continuer ainsi, c'est accepter la dépendance et le sous-développement pour les générations futures. Le statu quo ne peut plus durer. Il fallait agir pour reprendre la main sur la richesse nationale et offrir enfin un avenir digne à la population. Mais concrètement, que change la nouvelle réforme minière? Plongeons dans le détail de cette législation qui veut renverser la table et redéfinir le partage des richesses. 5 innovations juridiques qui font trembler les lobbyistes internationaux. Le nouveau code minier du Burkina Faso n'est pas un simple ajustement. C'est un véritable séisme dans la gestion des ressources nationales. Première révolution. La durée des permis d'exploitation est désormais strictement limitée. 10 ans maximum pour les grands projets industriels et 5 ans seulement pour les petits. Fini les concessions perpétuelles qui favorisaient l'enracinement des intérêts privés étrangers. Deuxième coup de balai, aucune entreprise, qu'elle soit locale ou étrangère, ne peut désormais détenir plus de 7 permis d'exploitation sur tout le territoire. Ce plafonnement met fin au monopole de quelques géants du secteur, ouvrant la porte à une concurrence plus large et à plus de transparence. Troisième nouveauté, une mesure radicale. Les individus, qu'ils soient burkinabés ou non, n'ont plus le droit de posséder un permis minier. Seules les entreprises légalement enregistrées sont habilitées à en obtenir. Cette disposition vise à assainir le secteur, à réduire les réseaux informels et à responsabiliser les acteurs officiels. Quatrièmement, une règle de rigueur. Après l'obtention d'un permis, l'entreprise doit impérativement signer un accord avec l'État dans un délai de 60 jours. Passé ce délai, le permis est retiré sans discussion. Cette clause fait barrage aux spéculateurs et accélère la mise en œuvre des projets. Cinquième innovation,
Le processus d'approbation est corseté par un triple filtre. Il faut l'aval d'une commission nationale, l'accord du ministère des Mines, puis la validation finale du Conseil des ministres. La moindre faille dans la conformité ou l'intérêt public, et le projet ne passe pas. Mais la réforme ne s'arrête pas là. Pour la première fois, l'État burkinabé s'invite comme acteur à part entière dans l'exploitation grâce à la création de Sopamib, une entreprise publique qui garantit une présence directe du pays dans les sociétés minières stratégiques. Cette mainmise étatique change radicalement les rapports de force et vise à capter davantage de valeur ajoutée pour les citoyens. En imposant ces règles inédites, le Burkina Faso ose défier la logique du pillage. Les grandes compagnies étrangères voient que leur pouvoir diminuer. Mais ce choix comporte un risque. Certains investisseurs pourraient en prendre la fuite, freinés par la perte de privilèges et l'accroissement des exigences. La rupture est nette. Reste à savoir, ces mesures vont-elles vraiment transformer l'économie et le quotidien des Burkinabés? Ou bien le pays s'expose-t-il à de nouveaux défis économiques et sociaux? Voyons maintenant comment ces mesures se traduisent sur le terrain. Impactent-elles déjà la croissance, le budget national et la vie quotidienne des Burkinabés, ou bien créent-elles de nouveaux obstacles inattendus? L'or ne file plus vers Paris. Il reste à Ouagadougou et tout change. En quelques mois seulement, l'État burkinabé a collecté plus de 19 tonnes d'or pour ses réserves nationales. Un record. Cet or, auparavant extrait puis expédié à l'étranger, devient désormais un levier de stabilité économique et un symbole de souveraineté. Avec ces réserves, le pays stabilise son budget. La dépendance à l'aide extérieure diminue fortement, rendant le Burkina Faso moins vulnérable aux pressions internationales et aux fluctuations des marchés mondiaux. Mais les retombées vont bien au-delà de l'État. 20% des revenus miniers sont désormais alloués directement aux communautés locales. Ces fonds servent à construire des écoles, à renforcer les services de santé et à développer des infrastructures essentielles dans les régions minières. Pour de nombreux Burkinabés, le changement se voit dans la vie quotidienne. La transformation touche aussi la formation. Le gouvernement investit massivement dans la montée en compétences de la main-d'œuvre locale, avec un accent particulier sur l'emploi des femmes et des jeunes. Sur les sites miniers, on voit émerger une nouvelle génération de techniciens, d'ingénieurs et de gestionnaires burkinabés. Mais cette affirmation de souveraineté ne plaît pas à tout le monde. Les investisseurs occidentaux, notamment français, voient leur influence reculer. Plusieurs sociétés internationales réduisent leurs opérations ou cherchent à renégocier leurs contrats. La tension est palpable. Le Burkina Faso paie le prix de son indépendance retrouvée. Pour compenser ce retrait, le pays tisse de nouveaux partenariats. Des accords émergent avec la Russie, la Turquie et les pays voisins d'Afrique de l'Ouest, diversifiant les alliances économiques et stratégiques. La sécurité est, elle aussi, au cœur de la nouvelle politique. L'État a renforcé la protection des sites miniers et suspendu les exportations artisanales d'or afin de couper les sources de financement des groupes armés. Mais la menace demeure. La moindre faille sécuritaire pourrait fragiliser tout l'édifice. Car si la confiance des investisseurs s'effondre ou si la sécurité se détériore, ce modèle pourrait vaciller. Le Burkina Faso joue gros. Il s'agit d'une reconquête fragile, mais historique. Mais cette réussite inédite peut-elle réellement s'inscrire dans la durée et inspirer d'autres pays du continent? Ce que Ouagadougou a osé, d'autres le peuvent-ils vraiment? Voilà la question qui fait trembler les murs de plus d'un ministère africain aujourd'hui. Le modèle burkinabé ne se contente plus de réguler ou de percevoir des taxes. L'État devient désormais coacteur et même copropriétaire des richesses extraites du sous-sol. Cette prise de contrôle direct bouleverse la hiérarchie établie par les grands groupes miniers internationaux et remet le pouvoir de décision entre les mains du peuple et de ses représentants. Mais tenir cette promesse ne repose pas seulement sur un texte de loi. Au Burkina Faso, la réforme législative s'accompagne d'un effort pour garantir une redistribution locale et une sécurisation physique des sites stratégiques. L'État, en se rendant visible sur le terrain, affirme que chaque gramme d'or ou de manganèse doit profiter à la nation et non disparaître dans les circuits opaques. Le plus impressionnant reste la capacité du pays à imposer de nouvelles règles, même face à des intérêts mondiaux considérables.
Les compagnies qui opérèrent jusque-là sans réelle contrainte doivent désormais composer avec un partenaire étatique qui exige transparence, redevabilité et partage équitable des bénéfices. À travers le continent, le débat est lancé. Du Niger au Ghana, des voix s'élèvent pour réclamer la fin du statu quo et l'inspiration burkinabé fait son chemin dans les cercles politiques et syndicaux. Mais chaque contexte reste unique, et la réussite du Burkina Faso ne sera durable que si elle s'accompagne d'une gestion transparente, d'un suivi citoyen rigoureux et d'efforts constants contre l'insécurité. Les défis persistent, la sécurisation des sites miniers dans un contexte de tensions armées, la nécessité de maintenir l'attractivité pour des investisseurs responsables et surtout la lutte contre toute tentative de récupération des réformes par de nouveaux intérêts privés ou politiques. Car négliger le contrôle citoyen ou le suivi des bénéfices pourrait bien ouvrir la porte à un retour des abus, voire à la confiscation des acquis au profit d'une minorité. C'est là que tout se joue. Transformer une loi en progrès tangible pour chaque Burkinabé sans jamais relâcher la vigilance. Mais au-delà de l'exemple institutionnel, comment cette révolution se traduit-elle concrètement dans la vie quotidienne des Burkinabés? Découvrons ce que cette nouvelle ère change pour les communautés et l'économie locale. Le Burkina Faso ne se vend plus, et vous, accepteriez-vous que vos richesses partent sans retour? Cette question dérange, mais elle est essentielle, car ce qui se joue ici dépasse largement les frontières d'un seul pays ou d'un seul métal précieux. L'or du Burkina Faso est devenu le symbole d'une lutte beaucoup plus vaste, celle de la souveraineté économique face à la prédation mondiale. Qui doit écrire les règles du jeu pour les ressources naturelles? Les multinationales, avec leurs intérêts souvent éloignés des réalités locales. Ou bien les peuples, à travers leurs États, capables de défendre l'intérêt général et de garantir un partage juste des richesses. Le choix du Burkina Faso de reprendre le contrôle sur ses mines n'est pas simplement une histoire nationale. C'est un message adressé à tous les pays dont les ressources échappent chaque jour, parfois sans laisser de traces, laissant des populations sans avenir alors que leur sous-sol regorge de promesses. Ce nouveau code minier bouleverse les habitudes, dérange certains intérêts, mais il questionne aussi la responsabilité de toute la communauté internationale. À qui profitent vraiment les ressources naturelles? L'enjeu, ici, n'est pas seulement l'or, ni même le seul Burkina Faso. Il s'agit de l'avenir de la souveraineté, de la capacité des nations à décider de leur destin économique et de la justice envers les générations futures. Car chaque gramme d'or que le pays conserve, chaque ressource gérée avec transparence, construit une économie plus résiliente, plus autonome et plus juste. Mais ce chemin est semé d'embûches. La vigilance s'impose pour éviter que la concentration de pouvoir, la corruption ou les jeux d'influence ne sapent cette dynamique. Les réformes ne valent que si elles sont défendues, expliquées et surveillées par tous. États, citoyens et même la diaspora. La question qui se pose à chacun d'entre nous, où que l'on vive sur Terre, est la suivante. Qui détient le droit d'écrire les règles du partage? Sommes-nous prêts à laisser d'autres décider à notre place?